Nous sommes nombreux aujourd'hui, ça prouve bien que l'IA générative est un sujet qui passionne tout le monde. Je crois qu'on est tous un peu dans la même attente de comprendre quels sont les usages un peu concrets. C'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est de se dire on va pas vous faire des grandes théories autour de l'IA générative, mais c'est vraiment d'essayer de voir en quoi ça va apporter, ça va pouvoir changer un certain nombre de processus, notamment sur la création, la génération de contenu, mais aussi sur plein d'autres métiers. Comment la session va se dérouler? Ça va être vraiment une intervention d'abord de Michael de N13H, donc que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui, et après de Yacine qui fera un focus plus sur la partie du service client. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez cette session et donc je donne la parole désormais à Michael. Merci beaucoup Charlotte et Grégory et bonjour à toutes et tous. Je rajoute un petit point sur le message de Charlotte sur les questions. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions plutôt que l'onglet chat histoire on puisse les isoler. Du coup, l'objectif de cette partie, c'est de rentrer dans quelques familles de cas d'usage de l'IA générative pour le marketing digital ou l'expérience client. On va passer à la slide suivante. En un mot, qui est M13H? Donc M13H, on est un cabinet de conseil en data et technologie marketing et on aide nos clients à atteindre leurs objectifs business grâce à la donnée. On est membre du groupe Labellium qui a plus de 1000 experts dans le monde du marketing digital à 360 degrés dans plus de 17 pays dans le monde. Voilà. Voilà, donc pour introduire cette partie, peut-être déjà où est-ce qu'on en est de l'IA générative en ce moment, avec le traditionnel hype cycle de Gartner, on est tout en haut, tout le monde en parle en ce moment, tout le monde se pose des questions sur le sujet, qui veut dire tout en haut, veut dire aussi qu'on va passer par une phase qui est une phase peut-être de déception aussi, donc je veux pas casser l'ambiance dès le début de ce webinaire, mais voilà, il faut savoir aussi raison garder. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de gains à aller chercher avec l'IA générative, mais la phase de maturité et l'atteinte du plateau est estimée par Gartner dans 5 à 10 ans. Vous voyez que le point est de couleur bleue, donc il va se passer un petit moment avant que cette technologie atteigne sa pleine maturité. Même si des gains sont disponibles à court terme. Du coup, première question, c'est quelles sont les approches en fait autour de l'IA générative et en fait en fonction du niveau d'expertise que vous avez dans vos entreprises respectives, on peut voir plusieurs approches, des approches très expertes où vous allez construire vos propres modèles, mais ça a une complexité importante, ça nécessite des expertises qui sont rares, des investissements financiers parfois importants pour entraîner des modèles. Ensuite, il y a une deuxième option qui est plutôt de réutiliser des briques existantes et de les intégrer en fait dans vos produits et vos services. Type s'appuyer sur ChatGPT, qui est l'outil le plus connu là-dessus. Là aussi, ça nécessite quelques ressources techniques. Et la troisième option, c'est finalement, on va tous finalement la subir ou en bénéficier au quotidien. C'est les IA qui arrivent dans nos outils du quotidien ou des outils d'IA qu'on va prendre pour aller adresser certains cas d'usage. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Ça va pas du tout être une présentation technique. On va vraiment se baser sur l'usage de manière relativement illustrée avec quelques vidéos. Quelle que soit l'approche en fait que vous allez choisir, et elles sont très complémentaires les unes des autres. Un des messages aussi qu'on avait envie de faire passer aujourd'hui, c'est que ça fonctionnera si vous maîtrisez bien votre donnée. Et donc du coup, il y a un travail aussi à faire sur les données pour qu'elles soient qualitatives, accessibles et que ces technologies-là soient pertinentes pour vous. Juste avant de rentrer dans les cas d'usage, peut-être de façon un peu plus macro, vous avez ici, il y a eu une petite publication cet été sur les 13 licornes de l'IA générative. Quand on fait une petite analyse de ces 13 sociétés, globalement, on s'aperçoit que 40% à peu près ont une orientation marketing. Donc, on voit que le marketing au sens large, c'est déjà un premier cas d'usage important autour de l'IA générative et que c'est une partie importante des cas d'usage qu'on va pouvoir mettre en œuvre. On va rentrer dans les exemples concrets. Donc, on va voir trois familles de cas d'usage. On a à peu près 10 minutes pour ces cas d'usage-là. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo. Je vais la partager dans hop, via Livestorm. Et puis, on parle après de ce qu'on voit à l'intérieur. Elle dure 2 minutes. À tout de suite.
Hey, champ. How's that blog post coming? Great. Really great. Almost too great. Great. Can't wait to see it. Can't wait to write it. You need a little inspiration. Jasper is here to help. It's an app that uses AI to help you create any kind of content you need. It's like having your very own robot sidekick with an infinite supply of ideas. And that's why the perfect pair of socks is like a hug for your feet. Hot damn, that's good. Headlines, articles, images, anything, everything. Jasper, I need some caption ideas for Instagram. Like a lot of them. You got it. These are so good. I could kiss you, but I won't. Dear customer, it looks like your account problem is user error. It's a little confrontational. What if we lighten it up a little bit? Jasper can fine-tune the voice and tone of your writing. Sorry to hear about the problems with your account. I'll make sure everything goes smoothly. Smiley face. Nice. Jasper, could I get that in Italian? Naturalmente. Sweet. Blog post is done in record time. Now I just need some images for it. Jasper can even generate custom art based on your prompts. Get images of literally anything you can think of in seconds. You finished all those articles already? Just felt inspired? Jasper learns how humans create by consuming the internet. It gives Jasper endless options, and that means it can create original content without plagiarizing anything. Now, you'll always have the content you need, in whatever style you want. This post is incredible, and so you. Would you like a ridiculously huge promotion? I would be okay with that. Who's your little friend? I'm Jasper. Nobody. Voilà, on va revenir à la présentation. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a vu dans cette présentation et quelle est cette famille de cas d'usage? Donc, c'est finalement la création de contenu, donc texte ou image, multi-levier. Pour ça, Jasper se base d'ailleurs sur d'autres briques technologiques comme OpenAI ou Cohere. On voit aussi que l'outil a digéré en fait finalement le travail d'adaptation aux différents leviers marketing en fait pour faciliter la vie des marketeurs. Donc voilà, les principaux leviers sont préconfigurés. Vous n'avez pas de risque d'écrire un article de la taille d'un article de blog pour un post Facebook. Il y a un cadrage des prompts aussi, et c'est assez important quand on est devant une interface comme ChatGPT. La maîtrise du prompt, c'est quand même important. Là, c'est précadré en fait finalement dans l'outil. Et puis on voit voilà des exemples autour de la rédaction, du support client dont on parlera un petit peu plus tard. Le gain pour les marketeurs, il est évident, c'est un gain de temps. Pour les clients, si les marketeurs font bien leur travail, c'est une meilleure expérience via des contenus plus adaptés, plus percutants, avec aussi un risque de dérive. On aura peut-être le débat tout à l'heure. C'est si on laisse la machine en roue libre et qu'on fait juste copier-coller de ce qui en sort, ça peut produire l'effet inverse et une expérience client dégradée. Alors, il n'y a pas que Jasper en fait comme outil dans cette famille de cas d'usage. On vous a mis ici quelques exemples et juste un slide pour évoquer aussi l'enjeu qu'il y a autour de ces outils et pour ces outils. En fait, l'enjeu aujourd'hui pour ces outils qui se spécialisent dans la génération de contenu pour le marketing, c'est de bien comprendre le contexte de la marque, donc son positionnement, ses enjeux de marque, ses assets préexistants, ses processus, et aussi bien comprendre la cible, les objectifs de campagne, les formats à produire, les KPI à atteindre. C'est vraiment le challenge qu'ils vont avoir aujourd'hui pour les différencier d'outils très généralistes. On vous a mis quelques exemples en bas. Il y en a un qu'on suit particulièrement en ce moment qui est un peu jeune encore, mais c'est Typeface. En fait, il a été fondé par l'ancien CTO d'Adobe, Google. Les fonds de Google et de Microsoft ont investi dedans. Donc voilà, je mets un peu l'emphase sur celui-ci parce que ça peut être intéressant de. On va passer à une deuxième famille de cas d'usage qui est tout ce qui est autour du merchandising et de l'administration e-commerce. Donc vous allez voir le fondateur de Shopify parler. Regardez bien la deuxième partie de la vidéo, ça va assez vite, mais toute la partie exemple est là et on en reparle juste après. So I've got something really cool to show you. I'm deeply excited about this. I started this company almost 2 decades ago because entrepreneurship is hard, entrepreneurship is important, and it needs to be easier.
there's a million things you need to know when you're embarking on this journey, and a million things that you will have to figure out along the way that you don't even know yet. Some people are lucky enough that you have someone you can call or you can text with questions. Some people do not. But imagine how much more entrepreneurship would there be in the world if everyone would have someone by their side who is deeply competent, totally committed to you, available around the clock, with no judgment, with no fear, knowing everything there is about Shopify and entrepreneurship writ large. Technology has advanced so much in the last year that this is now possible. And we are building this directly into Shopify, and we could not be more excited about it. We believe entrepreneurs are heroes. This is our foundational belief here. And every hero needs a sidekick. Every entrepreneur has tons of questions. Sidekick will have answers that are specific to your business. It is built for the purpose of helping you with the entrepreneurial journey. One of the best things about Sidekick is that it can take things off your to-do list, and if you so choose, do them for you. It will not question your vision, but if there's a big change you want to make, it'll definitely be able to help you with that too. Sidekick knows everything that Shopify knows. That includes how to design your store, that includes developer documentation and economic trends. I can't actually think of any corner of the internet that will benefit more from AI than the pursuit of people building their own businesses. I've been part of the technology industry since the mid-90s. I have never seen anything like AI. This will be an unbelievable boon to entrepreneurship. Alors, on va revenir à la présentation. Donc, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est intéressant parce que c'est un condensé de plusieurs cas d'usage, mais qui sont applicables plus généralement à beaucoup de types d'outils, en fait. Donc, on voit, la capacité à générer des reportings en langage naturel. À un moment donné, il lui pose la question de qu'est-ce qui a fait baisser les ventes. L'outil lui répond que c'est probablement un manque de neige dans certaines régions. Donc, ça permet des analyses plus rapides. Il y a l'administration du CMS e-commerce, finalement, en langage naturel. Donc, il lui dit, mets tout en solde, mets en avant les surfboards, change le design du site. Donc en fait, ça c'est finalement de la prise en main beaucoup plus rapide des outils qui permet de faire les actions beaucoup plus rapidement. Et le troisième cas d'usage qu'on voit, il se rapporte à la première famille de cas d'usage, c'est qu'il lui demande de créer une banner sur la homepage avec du contenu adapté, et l'outil lui génère le texte de cette bannière. Donc pour les marketeurs, c'est un gain de temps. Pour l'expérience client, c'est aussi souvent des contenus plus frais parce que plus de temps pour réagir à un certain nombre de faits d'actualité, à la météo, etc. Donc il peut y avoir pas mal de choses autour de ça. Slide suivant peut-être pour compléter cette famille de cas d'usage avec l'expérience e-commerce. On parle beaucoup du commerce conversationnel, donc voilà, plus d'interaction en fait au moment de la recherche, et puis des follow-up dans la recherche, et plus de transversalité. On verra un petit exemple juste après. On peut penser aussi à tout ce qui est personnalisation en fonction du profil individuel. Donc une fiche produit par exemple, à partir du moment où les appétences utilisateurs ont été collectées ou détectées, on peut adapter sur les fiches produits ce qui intéresse le plus, améliorer l'essai virtuel, avoir un enrichissement des options créatives. Donc plein de choses qui pourraient être intéressantes en injectant l'IA générative. Donc ça, c'était la deuxième famille de cas d'usage. Le troisième exemple qu'on voulait vous montrer, slide suivant, c'est l'exemple de Google. En fait, à deux points de vue, vous allez d'abord voir une petite vidéo sur le front utilisateur, Google dopé par l'intelligence artificielle, et on verra ensuite la partie back-office, la partie marketeur, pas dans une vidéo cette fois, mais on en parlera. Je vous partage la vidéo, elle fait 1 minute, on y va. I'ma make 'em talk like, whoa, move fast, move slow.
yes, yes. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. I'ma make 'em talk like whoa, 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 whoa. I'ma make 'em talk like. I'ma make 'em talk like whoa. Alors, on va revenir à la présentation. Qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? Globalement, on voit du conversationnel, donc le fameux habille-moi pour un mariage, avec du conseil plus des produits associés, puis la capacité à faire du follow-up finalement sur les recherches. On voit une expérience qui est complètement intégrée ou one-click, où la plupart des choses en fait se passent dans l'environnement Google. Le gain utilisateur finalement, on le voit de façon assez immédiate avec cette expérience assez fluide, intégrée. Ultra personnalisé qui fait gagner du temps. J'ai mis un petit smiley dans le gain pour les marketeurs parce que finalement ça pose beaucoup de questions tout ça. Ce gain il est encore incertain. La question c'est comment je ressors en tant que marque finalement dans ces requêtes. Et à l'heure où on parle beaucoup de synergie SEO SIA sur le marché, là on voit que c'est presque une convergence en fait. Il y a du résultat naturel qui arrive au milieu finalement de résultats potentiellement sponsorisés. Donc ça va poser en effet des questions. Cette expérience elle est déjà accessible en test et notamment pour les utilisateurs américains. Slide suivant. Côté finalement marketeur, globalement l'expérience c'est Performance Max de Google, c'est finalement je donne du contexte sur ma marque, je donne des assets de ma marque, je donne des KPI et ensuite la machine se débrouille pour générer les annonces qui sont les plus pertinentes et optimisées au fur et à mesure les annonces. Et le dernier slide, et ça sera ma conclusion par rapport à ça, c'est une citation de Stéphane Neville, fondateur de la Bellium, le groupe auquel on appartient. C'est finalement Google, c'est un peu la Formule 1 de l'acquisition sur le marketing à la performance, avec les mêmes opportunités pour tout le monde. Finalement, tout le monde a la même voiture. Globalement, on arrive dans un monde où tout le monde a le même autopilote finalement, avec des outils comme Performance Max. Donc la différence, elle va se faire où? Elle va se faire aussi beaucoup sur la donnée et le flux de la donnée qu'on va pouvoir envoyer à ces outils. Et donc je prêche pour ma paroisse, mais d'où l'importance de bien maîtriser les données qu'on va envoyer à ces outils dans un monde plus IA-driven. Et j'en ai fini, je passe la parole à Yacine, merci. Alors peut-être que Charlotte, tu voulais dire Ouais, mais je vois qu'il n'y a pas de questions, j'ai vérifié, mais tu peux, je pense, enchaîner, Yacine. Donc l'idée là, vous avez vu plein de cas un peu généralistes et Yacine va vraiment essayer de creuser un peu sur le service client et le self-care, puisque c'est la spécialité de Smart Tribune. Voilà, je vous laisse la parole. Yes, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, je pense qu'on peut passer tout de suite à la slide suivante. On va enchaîner. OK. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit très bien Charlotte, l'IA générative et le service client, je prends 5 secondes pour vous décrire les deux parties de mon intervention. Donc, on va faire une première partie qui va être un peu plus… qui ne va pas concerner forcément Smart Tribune et ce qu'elle fait en tant qu'acteur de la relation client, mais plus de manière générale comment l'IA impacte le service client. On recoupera quelques infos que Mickaël a données qui étaient très intéressantes. Et puis en deuxième partie, nous, Smart Tribune, puisque nous sommes un éditeur SaaS et acteur de la relation client, et nous aidons donc les services clients au quotidien, je vous détaillerai de manière très pratico-pratique comment aujourd'hui on intègre de l'IA pour aider des services clients dans nos outils. Donc voilà les deux parties, donc on peut commencer. Première partie, let's go, slide suivante. Donc c'est très bien parce que Mickaël avait commencé avec la hype curve de Gartner. Moi, je vous montre juste un petit nuage de points de Gartner qui n'a pas besoin de le comprendre de manière trop compliquée. L'idée, c'est de comprendre que les Customer Operations qu'on voit en haut à droite du graphique, tout ce qui va être Customer Operations va être fortement impacté en termes fonctionnels par l'IA et va aussi être fortement impacté en termes économiques, tant en termes de revenus que de coûts économisés.
Donc, on voit bien que la majorité des applications qu'on voit actuellement avec l'IA vont aller vers les Customer Operations et ça va nous permettre de booster tous les KPI qu'on a dans un service client, à savoir l'expérience client, l'expérience collaborateur, mais également le pilotage, puisque la Business Intelligence va pouvoir être aussi renforcée par l'IA. On peut passer à la slide suivante, mais en tout cas, voilà, petite intro pour dire que le marketing, les Customer Operations sont effectivement un des sujets les plus importants pour l'IA. Cas d'usage direct et que vous pourrez tester si certains ne l'ont pas déjà testé. Cocorico, Carrefour a lancé son chatbot IA. Bon, on en a d'autres, mais sympa que du coup une boîte française se lance dedans. Et donc, on a le chatbot IA Hopla qui existe et qui est assez intéressant puisqu'il est connecté à leur flux produit et il va vous permettre du coup de pouvoir faire votre liste de courses. Moi, personnellement, je ne suis pas très musclé, donc je vais demander une liste de courses pour faire de la prise de masse avec toutes mes contraintes alimentaires. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Et on voit un premier exemple déjà d'avant-vente qui est intéressant et qui va du coup fluidifier pas mal le parcours. Donc, c'était intéressant de le citer. Et je vous invite tous, dès que ce webinaire est terminé, pas tout de suite, d'aller sur carrefour.fr et de tester le chatbot de Hopla. Et si vous avez des questions dessus après, je serai ravi d'y répondre. Alors, petit parcours intéressant qui peut être intéressant. En fait, il faut bien comprendre, comme l'a dit un peu Mickaël, c'est qu'effectivement, l'IA, elle va venir en fait un peu reformer tout le parcours client. Et c'est vrai que quand on parle de service client aujourd'hui, c'est important de comprendre tout le parcours et de l'achat jusqu'à l'après-achat. Et on peut imaginer, là, je vais nous scénariser un petit parcours intéressant où on va venir acheter, par exemple, une machine à laver, je ne citerai pas de nom, mais chez une marque connue. C'est vrai qu'au début, l'IA peut venir qualifier le besoin. Je peux être amené à lui dire, voilà, bonjour, j'achète une machine à laver silencieuse. Un moteur de recherche classique, aujourd'hui, vous proposerait du coup les machines à laver qui ont des caractéristiques silencieuses si le moteur de recherche est bien et a été bien paramétré. L'IA va aller plus loin. L'idée, c'est d'avoir une vraie discussion avec le client et d'aller qualifier pourquoi est-ce qu'on cherche finalement une machine à laver silencieuse. L'un dira que c'est parce qu'il a des enfants et l'autre dira c'est parce qu'il lance ses machines le soir et qu'il est dans un vieil appartement et qu'il dérange ses voisins, ce qui est mon cas. Et donc, du coup, l'idée, c'est que l'IA puisse comprendre et ensuite qualifier et proposer les meilleurs produits et après avoir qualifié finalement, dans un premier temps, le besoin de notre client. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on arrive dans l'acte d'achat, tout à l'heure, Mickaël évoquait quelque chose de super intéressant, c'est qu'on pourrait avoir demain des fiches produits qui évoluent d'un client à un autre. Puisque j'avais un premier client qui avait des enfants en bas âge et qui, du coup, avait besoin d'une machine silencieuse. Très bien. Et bien, du coup, on peut imaginer qu'une fiche produit, alors là, je vais caricaturer, je ne suis pas du tout un e-merchandiser, mais pourrait valoriser en fait une machine à laver, ne réveillez plus vos enfants en lavant votre linge. Alors que dans l'autre cas contraire, on pourrait avoir quelque chose d'autre qui serait n'embêtez plus vos voisins en lavant votre linge. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et le commerce conversationnel, véritablement, va pouvoir en fait rentrer dans une hyper-personnalisation où là, le client va sentir que son besoin, sa situation est prise en compte. Et c'est là où, finalement, le e-commerce classique va être révolutionné. Ensuite, on arrive sur la partie après-vente. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que demain, votre client est irrité, eh bien, il va pouvoir soit discuter avec un chatbot. Et aujourd'hui, quand on est irrité et qu'on discute avec les chatbots du moment, souvent, il ne fait pas attention aux sentiments qu'on a. Si on est irrité, si on est content ou si on n'est pas content, c'est le même message. Aujourd'hui, du coup, l'IA va pouvoir adapter sa tonalité et donc, du coup, pouvoir plus facilement nous répondre. On voyait un exemple très intéressant dans le premier exemple avec Jasper que nous a montré Mickaël. À un moment donné, on avait vu un conseiller devoir répondre à son client qui était embêté par une erreur. Bon, il ne savait pas trop lui répondre et on a vu que Jasper a proposé la meilleure réponse par rapport à l'irritation du client. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en après-vente, vous allez tant avoir vos clients qui vont pouvoir consulter des bots qui vont s'adapter à leurs problèmes et vous allez avoir des conseillers qui vont pouvoir être épaulés pour mieux répondre aux clients en fonction de leurs problèmes et en fonction de l'irritation qu'ils ont sur le moment. Autre chose importante, c'est demain, vous discutez avec un chatbot sur un site et vous avez un problème. Le chatbot est en mesure de vous renvoyer vers un conseiller. Mais quel conseiller ? Il pourrait savoir qu'en fonction du problème que vous avez eu, il pourrait vous renvoyer vers un conseiller en particulier qui est disponible et qui a déjà traité des problèmes que vous avez rencontrés.
ce qui permettrait du coup de tout de suite pouvoir faire une escalade de contact vers les bonnes personnes qui pourront répondre au mieux aux clients. Et tout ça au profit de la satisfaction client. Voilà donc du coup un petit parcours que je caricature et que j'essaye de vulgariser, mais qui va permettre véritablement de la recherche où j'exprime mon besoin et l'IA va qualifier mon besoin, la comparaison des produits où l'IA va me proposer du coup les meilleurs produits, une sélection des meilleurs produits par rapport à mon besoin qu'il aura qualifié, un acte d'achat où on va pouvoir véritablement valoriser à fond le produit qu'on a par rapport à une qualification qui aura été faite au démarrage, et un après-vente où on va pouvoir vraiment hyper personnaliser la relation avec le client. Bon, voilà, vous pourrez me poser des questions dessus, évidemment, mais véritablement, tout le parcours sera révolutionné. D'autres bénéfices et cas d'usage intéressants, évidemment, on a vu l'expérience client avec l'analyse des sentiments en temps réel et ces chatbots hyper personnalisés qui vont pouvoir guider nos clients dans leur achat et après leurs achats. On va avoir aussi du knowledge management, c'est ce qu'on verra. Souvent, du coup, les marques sont amenées à développer des bases de connaissances pour leurs clients ou des bases de connaissances en interne pour leurs conseillers au service client. Ça prend un temps fou à créer et à mettre à jour. Comment aujourd'hui l'IA peut nous faciliter aujourd'hui la création de ces bases de connaissances et le maintien et la mise à jour de ces bases. On le verra dans un instant avec Smart Tribune. Ça va vachement aider la business intelligence puisque aujourd'hui, on va pouvoir voir dans un service client, quels ont été les motifs de contact les plus fréquents, mener une analyse quantitative, savoir un petit peu cette analyse, pouvoir la dissocier en fonction des différents canaux et évaluer également la performance des agents. La performance des agents, transition toute faite sur l'expérience collaborateur, puisqu'on va pouvoir demain, pourquoi pas avoir une sorte d'assistant pour le collaborateur qui l'aidera à répondre aux clients, mais qui l'aidera également à s'auto-former, puisqu'il pourra lui donner des notes en lui disant, voilà, tu as répondu à tel client, tu aurais pu faire de cette manière, voici les différents éléments que je te conseille de connaître pour que tu puisses y répondre à ce type de problématique plus efficacement la prochaine fois. Et ça, par exemple, c'est des choses sur lesquelles nous, on est déjà en train de travailler. Voilà donc plusieurs cas d'usage que je vous ai détaillés. J'en fais pas plus parce que les vidéos de Michael étaient très parlantes et je vais tout de suite parler de Smart Tribune et comment aujourd'hui Smart Tribune agit avec l'IA pour aider ses clients dans leur quotidien. Donc, on avance. Slide suivante, s'il vous plaît. Très bien, on peut passer tout de suite. Donc, IA et Smart Tribune. Juste petit rappel, Smart Tribune, aujourd'hui, nous travaillons avec des grands comptes tels que Leroy Merlin, Club Med, Etam, Clarins et d'autres. Et on aide en fait nos clients à diminuer leur volume de contact lorsqu'ils sont un peu submergés de demandes, souvent à faible valeur ajoutée, qui auraient pu être répondues via une IA, par exemple. Voilà, quels sont vos délais de livraison, ce genre de demande, je n'ai pas reçu ma commande. Tout ça, c'est des demandes à faible valeur ajoutée. Et donc, on vient diminuer le volume de contact et le client est satisfait parce qu'il a la réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, instantanément. Et de l'autre côté du miroir, finalement, les collaborateurs au service client ont eux aussi besoin de bases de connaissances pour répondre à leurs clients. Et on vient également les équiper avec des outils de base de connaissances. Et donc, aujourd'hui, cette solution de connaissances 360 qui va servir à la fois aux clients et aux collaborateurs est dotée d'IA. Et on va le voir dans un instant, slide suivante, avec un premier cas d'usage qui est le temps de création des bases de connaissances. Je vais être hyper simple et hyper terre à terre. Concrètement, on prend n'importe quel e-commerçant. Un e-commerçant va avoir une FAQ. Quelqu'un qui fait une bonne FAQ va avoir chez un e-commerçant environ 70, 80 contenus. Régulièrement, ça peut prendre 1 mois, 2 mois ça peut prendre 1 à 2 mois de rédaction, tout simplement parce qu'il faut recouper les informations avec différents services et autres. Et aujourd'hui, nous, on est en mesure de pouvoir, grâce à l'IA, ingérer différents documents de l'entreprise. Ça peut être CCGU, CCGV, ça peut être des documents en interne, donc des URL ou des PDF. Et à partir de là, donner ça dans la machine à Smart Tribune. Smart Tribune et son IA moulinent tout ça et vient en fait créer toute une base de connaissances et toute une FAQ en quelques minutes. Et en fait, aujourd'hui, le test montre que quand on crée une base de connaissances qui nous prenait 2 mois à recouper toutes les informations et à tout rédiger pour que ça rentre dans une FAQ, aujourd'hui, ça prend 1 à 2 semaines lorsqu'on est aidé par l'IA avec Smart Tribune. Donc, concrètement, nos clients aujourd'hui peuvent importer tous leurs PDF et l'IA va venir recouper tout ça pour constituer leur base de connaissances. Donc ça crée des FAQ. On peut créer des FAQ de 100, 200, 300 questions-réponses hyper facilement, sans avoir à aller embêter tous nos voisins pour aller recouper les informations. Ça, c'est un premier cas d'usage et ça a vachement plu à nos clients aujourd'hui.
Deuxième cas d'usage que Smart Tribune fait, toujours dans le temps de création, dans la création des contenus. On l'a vu tout à l'heure dans une vidéo de Michael, c'est à un moment donné, un des collaborateurs qui faisait un post Instagram, à un moment, lui a demandé de traduire ça en italien. Et effectivement, la traduction de contenu est hyper importante puisque on peut avoir des marques qui vont s'adresser à 20, 30 marchés, 20, 30 langues. Et parfois, il est possible aussi que la responsabilité des contenus incombe à une seule personne qui parle potentiellement une langue. Donc, comment on fait ou deux ou trois. Comment on fait dans ces cas-là? Soit on a une agence qui nous aide, mais ça prend des coûts et ça prend du temps. Soit aussi, on peut demander à une IA de reprendre toute une base de connaissances et de lui demander de la retraduire. Et donc aujourd'hui, voilà, on a des boutons de traduction en un clic, on peut venir traduire 150 questions. Évidemment, l'objet en fait ici, c'est pas juste de faire confiance à l'IA comme ça. C'est simplement qu'on va dire à l'IA de faire tout le travail fastidieux, de recouper les informations dans nos documents, de rédiger des réponses qui soient correctes, avec une bonne tonalité, avec la bonne profondeur de réponse. Et ensuite, nous, humains, on vient derrière pour pouvoir vérifier ces choses-là et finalement apporter notre fine touching pour pouvoir bien adapter ça à l'image de la marque, bien adapter ça à la culture de l'entreprise. Et en fait, on passe d'un résultat qui était bon à un résultat excellent grâce à l'IA et on fait ça en un rien de temps. Je peux passer à une autre slide pour vous montrer un autre cas d'usage. Du coup, là, on a vu comment on crée des contenus pour des FAQ notamment et pour des bases de connaissances qui peuvent être lourdes. Juste pour info, par exemple, en interne, pour des conseillers, j'ai parlé avec une boîte du luxe, une très grosse boîte de luxe française, qui m'a dit qu'ils avaient aujourd'hui plus de… Il m'a dit, je lui ai dit, vous avez plus de 1000 contenus. Il m'a dit, oula, bien plus. Et en fait, ils ont plus de 5 à 6 000 contenus dans leur base de connaissances interne. Et aujourd'hui, c'est tout un schmilblick pour pouvoir réduire tout ça, bien structuré. Et en fait, humainement, c'est très difficile. Et l'IA, en fait, quand on lui a montré notre outil, semblait très intéressante pour absorber toutes ces informations et essayer de bien resynthétiser la base de connaissances pour qu'elle puisse être un peu plus synthétique pour les conseillers parce que ça devenait trop compliqué de gérer 5000 contenus, en fait. Mais passons. Deuxième cas, c'est les conseillers toujours. Aujourd'hui, on va pouvoir leur mettre à disposition un bot. Comme vous voyez ici, c'est très simple. Le bot va venir se nourrir de documents PDF, de votre site web, de votre CRM, de différents inputs pour pouvoir ensuite l'interroger et lui dire « Bonjour, combien coûte la carte Avantage Air Corsica ?» et va pouvoir nous répondre en temps réel. La carte Air Corsica Plus coûte 300 €, valable pour une période de 12 mois et non remboursable. Et le tout va être adapté à une tonalité pour le conseiller. Et si on passe à la slide suivante, on aura également la même chose pour le client, avec une tonalité différente et des réponses qui seront adaptées pour le client. Et donc là, on va pouvoir de la même manière donner les mêmes ou d'autres corpus d'informations et d'autres data à notre bot pour qu'il puisse donner des réponses à notre client. Et donc là, notre client va pouvoir lui dire bonjour, mon bagage cabine économie de 14 kg dépasse-t-il la limite autorisée? Et on va pouvoir tout de suite aller chercher les informations et l'IA va pouvoir lui développer une réponse. Maintenant, en conclusion, je dirais que, parce qu'il me reste 5 petites secondes, c'est un peu ce qu'a dit Michael aujourd'hui, c'est que nous, aujourd'hui, on s'est rendu compte avec nos outils, notre retour d'expérience, c'est de se dire que finalement, c'est la data qui compte et c'est ce qu'on va donner en fait à la machine parce qu'on se rend compte que plus on donne une data très, 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 très large, eh bien, moins la précision de l'IA est au rendez-vous. Comment est-ce qu'aujourd'hui aussi, on va faire nos appels aux modèles de langage pour pouvoir consommer ces modèles de langage de la manière la plus sobre possible, puisque si on va lui donner un gros corpus, une grosse data, il y a toute une notion d'industrialisation, puisque si vous avez 1 million de personnes qui consultent votre IA en même temps, votre bot IA en même temps, c'est plus le même sujet. Et donc, c'est là où, en fait, va se retrouver finalement toute l'expertise autour de l'IA et la différenciation qui saura aujourd'hui donner la meilleure data. Et aujourd'hui, Smart Tribune, on essaye d'être les plus experts aujourd'hui et je suis content de pouvoir faire ce webinaire aussi avec Michael pour bien comprendre quelle est la data qu'il faut donner aujourd'hui à nos IA pour qu'elle puisse être le plus expert sur vos domaines, qu'elle aide vos conseillers et qu'elle aide vos clients avec la meilleure finesse et la meilleure expertise. Voilà pour moi, de mon côté. Charlotte, j'ai mis 16 minutes. C'est merveilleux, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous deux pour ces présentations où on a pu effectivement se rendre compte de vrais cas concrets. Alors, j'essaie de regarder s'il y a des questions. Je vois que
Il y a toujours en fait une dichotomie dans l'IA parce que vous nous l'avez présenté sous un jour très très glorieux en disant que c'était très positif. Je sais que il y a beaucoup de littérature autour de ça et moi-même je me pose plein de questions sur. Ça fait un peu peur aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout à fait où ça s'arrête. Donc quel est, à votre avis, l'impact que ça va avoir sur nos équipes, sur la manière de travailler, avec les aspects un peu positifs, mais aussi les risques que ça peut comporter? Tu veux commencer, Michael? Oui, volontiers. C'est en effet une question que tout le monde se pose, que beaucoup de monde se pose en tout cas, et qui dans les premières semaines post-vague ChatGPT, Sam Altman et OpenAI avaient publié des études sur le sujet, sur les métiers impactés, avec des chiffres de type 80% des métiers seront impactés. Alors il faut les lire, avec parcimonie. Ces chiffres-là, c'est 80% des métiers impactés sur au moins 10 à 15% de leurs tâches. Il y a une étude de l'Organisation internationale du travail qui est sortie cet été, qui est un peu plus modérée sur le sujet et pense que l'IA sera créatrice nette d'emplois. Maintenant, il faut pas se cacher derrière son petit doigt non plus. Il y a 2 jours, par exemple, en région parisienne, une boîte qui s'appelle Onclusive, qui fait de la veille médiatique, a annoncé 200 licenciements sur 380 personnes, je crois, pour les remplacer par l'IA. Donc, clairement, ça génère énormément de questions et c'est pas que aux États-Unis. Moi, je pense que nos métiers, ils vont être impactés. On l'a vu au travers des vidéos. Ça peut générer un gain de temps sur des métiers autour du copywriting, des métiers autour de la création. Voilà, la question, en fait, finalement, c'est ce temps-là, est-ce qu'il va être réinvesti sur une meilleure expérience client, sur aller plus loin sur un certain nombre de choses pour générer plus de performance, ou est-ce que il va être finalement ça va générer des pertes d'emploi ou des transformations d'emploi? À mon avis, il y aura un peu des deux. Tu veux réagir aussi, Yacine, sur le sujet? Oui, c'est vrai que pour tout vous dire et à tous les interlocuteurs, moi je suis actuellement au CRM Meeting de Cannes et j'ai rencontré énormément de directeurs relations clients et c'est vrai que ça parle d'IA tout le temps et cette question revient tout le temps. Alors, pour être tout à fait franc, nous aujourd'hui, l'analogie qu'on a trouvée la plus correcte, c'est plutôt, on en a beaucoup discuté en interne, en fait, c'est l'essor du web pour nous qui nous paraît le plus, lorsque le web est arrivé, que le e-commerce s'est développé. On a beaucoup parlé avec pas mal de directeurs, on a eu des grosses discussions sur ce sujet. C'est vrai que la crainte première, c'était il n'y aura plus de magasins, il n'y aura plus besoin d'avoir des magasins. Ce qui Et n'est en pas fait, ça va encore. ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, on s'en rend compte. Ce qui n'est pas le cas, il y a eu du low cost avec Soch, par exemple, qui est 100% en ligne. Ça n'a pas non plus empêché d'Orange de faire Non, par contre, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il y aura une transformation. Effectivement, il y aura certainement des suppressions de postes. Voilà, parlons cash. Mais on pense aussi que ça va diversifier l'offre, puisque c'est ce qu'a un peu apporté le web, puisque quand il y avait des entreprises classées, quand le web, ce qui a provoqué le web, c'est énormément de nouvelles entreprises qui ont démarré, énormément de nouveaux entrepreneurs du web. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, celui qui pourra plus faire de contenu Instagram, en fait, il fera son propre contenu Instagram de manière indépendante et développera ses propres activités. Il y aura de nombreuses personnes qui pourront aussi développer des entreprises grâce à l'IA. Et donc, finalement, on pense qu'il y a pas mal d'entrepreneuriat on pense qu'effectivement, ça va dans ce cas-là. Favoriser l'entrepreneuriat. Il y aura de nouvelles initiatives, mais donc, quelle réallocation également, exactement, on ne peut pas dire, voilà, mais c'est plutôt une transformation du business en lui-même qui va de l'écosystème de nouveaux acteurs arriveront certainement. Du coup, j'ai une question intéressante de Sarah. Merci Sarah pour la question qui est en fait alimenter son IA, ça reste ce qu'il y a de plus long finalement. Quels seraient les quelques conseils sur des bonnes pratiques pour la mise en place justement de l'alimentation de cette IA? Alors, si tu veux le prendre plutôt. Alors nous, on est à fond dedans parce qu'effectivement, quand il s'agit
de faire un bot comme ça IA, en fait, nous, les bonnes pratiques, ça reste les mêmes. C'est déjà de repartir des objectifs. C'est-à-dire que soit on se dit, ouais, je vais faire un bot qui est hyper omniscient et qui sait parler de tout, sauf qu'en réalité, c'est un service qui a besoin d'un bot IA pour un besoin en particulier. Donc déjà, de repartir des objectifs, si on veut s'adresser à ces conseillers ou pas. Je voyais également dans les questions qui étaient un peu pareilles, qui étaient quid de la responsabilité de la vente technique en cas de mauvaise détermination produit. Voilà, si aujourd'hui si on prend un exemple, si aujourd'hui j'ai envie de faire une IA qui va conseiller mon client ou mon collaborateur dans de la vente technique d'un produit, déjà, on va essayer de constituer de la data autour de ce sujet et on va essayer de comprendre humainement quels sont tous les tenants et aboutissants que l'IA doit connaître à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'après, on va essayer, nous, de synthétiser pas mal d'éléments parce qu'on s'est rendu compte que quand on a essayé de donner, on a fait plein de tests, on a donné des documents de plus de 1000 pages et des documents de 100 pages, des documents de 5 pages. Et en fait, il y a un juste milieu à avoir pour avoir une bonne pertinence de réponse. Donc, des tests seront effectués. Nous, on fait des tests quand même et on éprouve à fond le bot sur toute une batterie de tests et de questions qu'on essaye. Et ce qui est bien, c'est qu'on utilise l'IA pour nous aider aussi à faire les batteries de tests. C'est-à-dire, par exemple, on se dit, il y a une question qui va être, je sais pas, sur un contenu technique, vous vendez des pneus, quelle est la profondeur des rainures de vos pneus? On va demander à l'IA de nous proposer 500 utérances sur le sujet, sur la même question, pour pouvoir ensuite aller vraiment, une fois qu'on a développé notre modèle de data autour de notre bot, venir lui donner les 500 manières de lui poser la question pour voir s'il y a des écarts et quels sont les écarts. Et ça, Smart Tribune, c'est aussi là où on aide nos clients et on va essayer de ne pas tacler. C'est pour ça qu'on veut avoir un objectif précis pour savoir à quoi on doit répondre. Et on y va petit à petit et on alimente après le bot petit à petit avec ces données-là. J'aurais d'autres choses. Et qu'est-ce qui se passe, Yacine, si jamais, entre guillemets, les clients posent mal la question, en fait? Est-ce que l'IA est capable de, comme un humain, pouvoir de le faire reformuler correctement si jamais il l'interprète mal? C'est une des questions qui est dans le chat, là, par Damien, de se dire finalement, peut-être que dans la formulation de la question, c'est pas très clair. Ouais. Alors, l'IA réagit à ça. Du coup, d'un point de vue reconnaissance du langage naturel, c'est vrai qu'aujourd'hui, la reconnaissance d'intention sont quand même vachement améliorées. Enfin, les modèles qui ont été développés sont quand même assez intéressants par rapport à ce qu'on a pu voir avant les grands modèles de données, pour ceux qui sont intéressés à la NLP. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que nous, on se rend compte tout de même que la compréhension, le taux de compréhension et de matching est quand même assez fort. Je laisse Mickaël peut-être me challenger dessus. Est assez fort et tout va dépendre ensuite. Finalement, la compréhension va être faite. Il y a juste une chose qu'il ne faut pas confondre. Ce n'est pas tant la compréhension, c'est l'hallucination de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA est un peu basée, est un peu domptée pour toujours donner une réponse positive. Je vous donne un exemple. Moi, une fois, à ChatGPT, je lui ai dit est-ce que tu peux me parler des œufs de vache? Bon, les vaches ne font pas d'œufs. Et pourtant, il m'en a parlé avec une science. Il m'a dit voilà, les vaches font des œufs et compagnie. Et tout. Parce qu'il ne sait pas dire non, il ne sait pas contredire. Il est là pour donner une réponse tout le temps positive. Et donc, c'est à nous un petit peu de le contrecarrer sur ce sujet-là. Quand il ne sait pas donner une réponse, qu'il puisse le dire, et plutôt que de devoir inventer quelque chose ou d'être hors sujet. La compréhension, il l'aura. C'est encore une fois la data qu'on va lui donner pour savoir si lui, en fait, il n'a pas la data, comment est-ce qu'on peut lui indiquer de ne pas donner de réponse. C'est plutôt ça, nous, le sujet qu'on a actuellement. Je ne sais pas si, Charlotte, j'étais clair sur le point. Si. Je suis pas très rassurée de savoir que l'IA est capable de me faire une théorie sur les œufs de vache. Mais bon. Moi, j'avais une autre question aussi qui est un peu plus sur la génération de contenu, justement, parce qu'on a vu que, sur les vidéos qu'a montré Mickaël, qu'on pouvait récupérer énormément d'informations. C'est de se dire, si moi, je crée en tant que Kiko, par exemple, un super contenu et que je le publie sur mon site, est-ce que ça veut dire que mon concurrent va pouvoir récupérer mon contenu et l'interpréter via un IA ou pas?
Ouais, il y a plein de questions autour de ça. Il y a la question de ce qu'on injecte déjà dans les outils d'IA pour générer du contenu. Et donc, ça restait un des problèmes de ChatGPT, finalement, au début, où en fait, les conditions générales disaient oui, je peux réutiliser ce contenu. Même avec la première version payante, à 10 ou 20 dollars par mois, le contenu pouvait être réutilisé. Et maintenant, il y a une version entreprise qui est un peu plus limitante là-dessus. Donc, il y a ce sens-là. Et puis, il y a le sens que tu évoques aussi, Charlotte, c'est j'ai un site, je publie du contenu, on va venir me le voler, en fait, finalement, pour le mettre à profit d'autres. Et ça, c'est un sujet, notamment dans le monde des médias. En fait, aujourd'hui, c'est de le bloquer en bloquant les bots, en fait, finalement, les robots d'IA. Mais bon, ça va être un jeu du chat et la souris. Le robot .txt, est-ce que tout le monde le respecte, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis il y a aussi un autre sujet, c'est que finalement, il faut aussi que les robots passent pour être référencés, pour apparaître au bon endroit dans les outils, etc. Donc ça pose beaucoup de questions, en effet. Ça pose beaucoup de questions. Et après, il y a un dernier sujet, c'est la responsabilité de ce qui sort de ces outils. C'est-à-dire que moi, j'utilise l'intelligence artificielle finalement pour générer du contenu. Je suis accusé de plagiat. En fait, je savais pas que j'étais en train de plagier. Microsoft là-dessus a une position qui dit on va protéger nos clients là-dessus, on couvrira le risque juridique. Mais c'est une vraie question aussi. C'est une vraie question aussi. Alors, je vous propose une toute dernière question et puis après, on va clôturer pour pas dépasser l'heure. On a parlé pas mal de conversationnel, que ce soit en avant-vente ou en après-vente. Quel va être le futur de ce commerce conversationnel? Pour le moment, moi, de ma fenêtre, il est relativement limité. Enfin, il est surtout basé sur du script préécrit, et souvent on se retrouve dans une impasse justement dans un bot qui dit je ne comprends pas la question, et donc on route vers un humain, notamment en post-achat, mais même en avant-vente, c'est relativement limité ce genre d'expérience. Comment vous pensez que ça va se développer? Est-ce que ça va être très rapide? Est-ce que c'est vraiment une alternative ou un complément au e-commerce? Comment vous le voyez? C'est du commerce conversationnel, donc l'avant-vente est un énorme cas. Je vais donner un cas chez Kiko, par exemple. Vous avez des habitués, et comme c'est du cosmétique, si demain j'achète un crayon, j'achète toujours le même crayon, potentiellement demain, via une IA, je sais pas moi, sur WhatsApp ou ce genre de choses, on pourrait faciliter le réachat, faciliter ces choses-là pour vraiment les personnes fidèles qui connaissent vraiment les produits qu'ils veulent acheter. Passer par un commerce conversationnel. Là où en fait finalement on est habitué. Après, il y a différents secteurs où on pourrait avoir du pur commerce conversationnel. On l'a vu avec Oui SNCF, qui ont été les premiers à mettre un bot qui n'était pas IA, mais un bot avec la technologie TOC il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il y a énormément, pour les connaître, il y a énormément d'achats de billets de train qui se passent par le WeBot actuellement. Donc, il y a certains secteurs d'activité où c'est facile, via une conversation, de dire « s'il te plaît, je veux prendre un train pour Marseille à 18h demain ». OK, ça se fait de manière conversationnelle. Pour réacheter un produit qu'on a l'habitude de réacheter, je passe par du commerce conversationnel. Après, il y aura d'autres éléments où le conversationnel sera plus là au profit de driver, de faire du drive to store ou faire du drive to site pour aller, parce que là, on aura besoin de plus d'expérience. Notamment. Voilà, je m'arrête là, mais peut-être que Mickaël, tu avais quelque chose à… Non, mais sur le cas général, moi, je pense que ça va se développer, mais ça restera finalement un canal, une expérience complémentaire. En fait, finalement, c'est comme quand le voice search est apparu, il y avait plein d'études qui disaient que ça va se répandre. Voilà, c'est resté quelque chose finalement de complémentaire pour des usages bien précis. Et ça touche quand même aussi à l'humain. Pour le voice search, personne n'a envie que quand il fait une recherche sur Internet au bureau, tout le monde entende ce qu'il fait, tout simplement. Donc voilà, ça marche pas. Pour le conversationnel, en fait, c'est un peu pareil. L'être humain, quand il a envie d'acheter certains produits, il a envie de chiner, il a envie de regarder à droite, à gauche, voilà, et pas forcément qu'on lui serve sur un plateau que 3 produits. Voilà, donc ça dépend vraiment du type de produits achetés, des appétences de chacun. Et puis après, il y a un certain nombre de barrières techniques aussi à lever. Donc je pense que ça va rester complémentaire, mais ça va quand même se développer. Puis après, je pense que ça va arriver aussi
pour certaines expériences, en fait, au milieu de l'expérience d'achat, prenez un Instacart qui est rentré en bourse là aux États-Unis il y a pas longtemps, ce système de delivery, grocery store. On a une expérience e-commerce finalement classique où au début on choisit ses produits dans les stores et puis après on passe sur plus de conversationnel au milieu avec la personne qui va nous livrer, elle peut envoyer des photos, etc. Donc voilà, mais on sort de l'IA générative, on n'est plus dans le thème de l'IA générative, là on est juste sur le conversationnel dans l'expérience d'achat. Il y a plusieurs manières d'intégrer et l'IA générative est un des moyens de l'intégrer. D'accord, merci beaucoup. Je vérifie si on n'a pas d'autres questions. Je ne vois pas, donc je peux, comme on est pile à l'heure, je propose à Grégory de clôturer la session. Écoutez, merci à tous. J'espère que le son est bon maintenant. Je ne me rends pas compte, tout à l'heure, j'ai parlé apparemment pendant 1 minute et personne ne m'entendait. Donc, je voulais que vous m'excusiez déjà de ça. Ça veut dire que vous avez raté le début. C'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant, mais il y avait la petite blague du début, etc. Vous l'avez loupé. Donc, ce que je vous propose, c'est juste de vous rappeler que nous, côté Le Pont, aujourd'hui, on est persuadé en interne que les outils, c'est important au niveau de l'IA, mais le plus important, malgré tout ce qu'on dit, c'est les hommes qui vont les utiliser. Et pour ça, nous, on a énormément de programmes de formation qui existent autour de l'IA générative et autour de la data, de l'acculturation à la data, l'acculturation à l'IA. Et on travaille sous forme de métiers. C'est-à-dire qu'on travaille pour les directions générales avec des programmes pour le COMEX, pour les dirigeants et par ligne métier, pour la direction financière, pour la direction de la communication, la direction des ressources humaines. Donc, on a une approche qui peut être complètement globale autour de ça. Et on est persuadé que s'il n'y a pas les hommes pour utiliser les outils, ça ne sert absolument à rien. Il y aura des formations, mais il faut vraiment les utiliser derrière. Donc, nous, on est là pour ça. Voilà, je voulais tous vous remercier de votre participation. Vous avez été nombreux. Merci à tous et à la prochaine pour un webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.